Bien, bonjour à tous, nouvelle vidéo pour, la fin de ce chapitre. Donc, nous avions fait les 3 premières parties, affirmation politique, militaire, religieuse. Il nous reste une, dernier aspect à aborder qui est l'affirmation économique de l'État, donc quatrième partie et 1 sous-partie sur la politique mercantiliste menée par Colbert. Donc on va voir, hein, à la fois qui est Colbert et ce que ça veut dire mercantiliste. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on va se centrer notamment sur le règne de Louis XIV puisque c'est là vraiment que va s'affirmer une politique économique qui va être gérée par l'État et qui a pour but de renforcer le pouvoir de l'État. C'est pour ça que c'est l'économie au service de l'État, de la politique, si vous voulez. Et notamment, cette politique, elle est menée par, Colbert, dont vous avez ici un portrait qui est dans votre livre d'ailleurs, qui est un ministre, qui assure beaucoup de fonctions différentes et qui est très proche de Louis XIV. Alors, justement, si vous prenez votre livre aux pages 180-181, là, il y a plusieurs documents qui nous intéressent sur ces pages. Quand on prend le document 2, vous avez vraiment un extrait des lettres et mémoires de Colbert qui nous définit ce que c'est que le mercantilisme. Vous avez le texte là que je lis rapidement. Je crois que l'on demeurera facilement d'accord sur ce principe qu'il n'y a que l'abondance d'argent dans un État qui fasse la différence de sa grandeur et de sa puissance. Il n'y a qu'une même quantité d'argent qui roule dans toute l'Europe et qui est augmentée de temps en temps par celui qui vient des Indes occidentales. On ne peut augmenter l'argent dans le royaume qu'en même temps que l'on en ôte la même quantité dans les États voisins. Il n'y a rien de plus nécessaire dans un État que le commerce, c'est lui qui le rend florissant. Ici, on a vraiment les deux aspects essentiels du mercantilisme. Le premier, c'est que le but d'une politique économique, c'est de faire entrer le plus d'or et d'argent possible dans le royaume. Ça, c'est la première chose importante. Pour Colbert, c'est essentiel. Deuxième aspect, cette phrase-là qui est peut-être un peu compliquée, on ne peut augmenter l'argent dans le royaume qu'en même temps que l'on en ôte la même quantité dans les États voisins. L'idée, c'est que pour augmenter l'argent dans le royaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exporter. Il faut que vous produisiez des choses en France et que vous alliez les vendre dans d'autres pays. Comme ça, il y a de l'argent des autres pays qui rentre chez vous. Et à l'inverse, il faut limiter les importations, c'est-à-dire le fait d'acheter avec de l'argent français des produits qui viennent d'un autre pays, auquel cas là, vous faites rentrer de l'argent dans le pays étranger. Donc, ces deux principes mis ensemble, c'est une politique économique développée par Colbert, pardon, qu'on appelle le mercantilisme. Alors, très concrètement, comment est-ce que ça va se traduire? Eh bien, on va voir, il y a plusieurs méthodes pour ça que Colbert met en place. La première, c'est pour ça que j'ai mis un petit a, favoriser les productions françaises et notamment il va créer ce qu'on appelle les manufactures royales, c'est-à-dire des lieux où on fabrique les produits, c'est des ouvriers qui fabriquent les produits à la main avant ensuite de pouvoir les vendre. Là, vous avez un texte dans votre livre toujours, même page, qu'on va pas lire en entier, mais simplement dedans ce qui m'intéresse, c'est de voir, on a plusieurs produits, les cuirs anglais, les draps et les fromages hollandais, les chapeaux et le fer blanc allemand, les dentelles de Venise. Tous ces produits sont à la base des spécialités de ces différents pays et en fait, ce que le texte explique, c'est que, sous l'influence de Colbert, on va se mettre à produire ces différents, produits en France et y compris, ce que vous avez dans le texte qui est intéressant, y compris en faisant venir les gens de ces pays-là qui savent, le faire. Et donc on retrouve là bien le but qu'on vient de voir à la fin du texte, c'est que ce qu'il y a de mieux dans toutes les parties du monde se fabrique à présent en France, et donc de toutes parts affluent les commandes pour s'en fournir, c'est-à-dire tout ce qui est produit en France va être exporté et donc va rapporter de l'argent à la France. À l'inverse, le texte nous explique que Colbert ne veut pas, enfin veut limiter en tout cas, les importations, pour ne pas dépenser de l'argent qui irait à des pays étrangers. Donc, première méthode, favoriser la production française. Deuxième méthode, deuxième élément important, c'est qu'il faut bien pouvoir échanger tous ces produits qui sont produits en France. Donc développer les moyens d'échange, notamment internationaux. C'est pour ça que Colbert va tracer, enfin va creuser, faire creuser le canal du Midi, qui permet de relier la mer Méditerranée jusqu'à Toulouse. Pourquoi c'est important? Parce qu'à l'époque, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, donc c'est par bateau que circulent les marchandises de manière efficace. Donc ça permet vraiment d'approvisionner à partir de la mer Méditerranée jusqu'à Toulouse. Donc ce canal est creusé entre 1667 et 1681. Deuxième élément important, c'est l'aménagement de plusieurs ports. Donc vous avez Sète, qui est un des ports aménagés justement par Colbert, mais aussi sur la face plutôt atlantique. Les ports comme Brest ou Lorient sont aménagés pour pouvoir échanger notamment avec les Amériques. Et enfin,
dernière chose pour développer ces moyens ces échanges internationaux, c'est la création de ce qu'on appelle les compagnies de commerce. Là, je vous ai mis une définition. Donc, c'est une compagnie privée à laquelle le roi donne le monopole du commerce pour une région du monde. Par exemple, en 1664, on crée la compagnie de commerce des Indes orientales. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de marchands qui vont se réunir et le roi va leur dire: Ok, vous avez le droit de faire du commerce. En gros, les Indes orientales, ça va être tout ce qui va être à l'ouest de l'Afrique jusque, bah, justement dans l'océan Indien, et cetera. Donc c'est eux qui s'occupent de tout le commerce, et donc c'est le roi qui encadre un peu, tout ça. Et enfin, troisième méthode pour, enfin 3e, ouais, méthode du mercantilisme, et ça c'est ce que vous avez sur la carte, c'est que on va à la fois conquérir de nouvelles colonies. Donc vous vous souvenez, c'est François Ier qui a envoyé Cartier là, et là, bah, sous Louis XIV avec Colbert, on va tout ce qui est en bleu là va devenir colonie française, y compris la Louisiane. Et par ailleurs, on va développer les échanges avec ce qui était déjà des colonies, donc notamment, bah, la Guadeloupe, la Martinique, heu, mais aussi, la Réunion qui est très intéressante, la Réunion, parce que vous voyez que c'est, une étape sur la route vers justement, les Indes. Et donc on va essayer de développer une politique coloniale, de cette manière. Donc ce qu'il faut noter pour conclure un peu cette première sous-partie, c'est que l'économie sert à l'État à la fois pour s'enrichir et aussi pour affirmer son pouvoir, puisque c'est lui qui décide un peu des règles et de la manière dont ce commerce va se faire. Deuxième sous-partie, on va quand même voir les limites de cette politique économique française de manière un peu plus large entre 1600 et 1715, puisque tout ne fonctionne pas parfaitement. En effet, ce qu'il faut noter, l'idée importante, c'est que le royaume connaît des difficultés économiques. Deux exemples de ces difficultés économiques. La première, c'est la concurrence de la France par d'autres puissances, notamment dans l'océan Indien. Là, je vous ai mis un graphique qui vous montre le nombre de bateaux, de navires qui sont envoyés vers l'océan Indien. Ce que vous remarquez, c'est que les compagnies françaises, bon, bah, ça augmente hein, quand même, puisqu'on est à zéro au début, enfin vers 1600, puis vers 1710, on est à peu près à une cinquantaine de navires, un peu plus, entre 50 et 100 quoi. Et ce qu'on remarque, c'est que même si ça a augmenté, c'est beaucoup plus faible que à la fois les Anglais ou les Néerlandais. Puisque vous voyez, par exemple, les Néerlandais, ils sont à plus de 250, donc c'est 5 fois plus, et même les Anglais, c'est au moins 3 fois plus. Donc la France est en retard assez vite par rapport à ces deux autres puissances. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple de difficulté économique, c'est le coût des guerres. On en a déjà parlé un petit peu. Vous vous souvenez, Louis XIV mène beaucoup, en particulier Louis XIV mène beaucoup de guerres pendant son règne pour s'affirmer justement. Mais la guerre, ça coûte très cher et ça met le pays en difficulté économique. En plus du fait que comme pour financer ces guerres, il faut de l'argent, et ben, ça va se traduire par une hausse des impôts et donc les Français vont être mécontents. Et là, vous voyez, je vous ai mis un graphique qui vous montre les millions de livres dépensés par l'État. Et vous remarquez qu'on commence en 1600, on est bon, à peu près à 40 millions et que ça ne fait qu'augmenter et qu'il y a des pics notamment à cause des guerres. Là, celui-là est particulièrement net pour la guerre de succession d'Espagne, par exemple. Vous voyez, on dépasse les 500 millions de livres. Donc, ça coûte très cher. Et ce que vous voyez en bleu, c'est le déficit hein, de l'État qui a tendance à augmenter progressivement. Et ça nous permet de terminer sur justement le fait que ça mécontente le peuple. Et là, dans votre livre, vous avez un graphique qui est assez intéressant qui vous montre le nombre d'émeutes par an en fait, en France. Et ce qu'on remarque, c'est que ça augmente quand même progressivement avec des pics. Par exemple là, en 1709-1710, vous avez un énorme pic de révolte. Pourquoi? Parce qu'à cause des impôts et également parce qu'il y a un hiver très rude et donc les récoltes sont très mauvaises et la population est extrêmement mécontente. Et vous voyez, d'ailleurs, ça me permet de faire une petite ouverture sur le chapitre de fin d'année, que ces révoltes, il y en a de plus en plus et ça conduit notamment à la révolution en fait, hein. Donc voilà pour les limites de la politique économique française. Il nous reste une dernière partie à faire, donc vous pouvez noter le titre, c'est, on va se centrer un peu sur la Versailles, le roi Soleil et la société de cour, ce qu'on appelle la cour, c'est-à-dire tous les gens qui vivent autour de Louis XIV. Et alors cette partie, on va la traiter d'une manière un peu, particulière, c'est pour ça que j'ai un petit peu, de retard par rapport à la semaine dernière, j'ai préparé quelque chose d'un peu différent. Vous allez en fait faire un espèce de jeu pour, vous mettre dans la peau d'un noble qui essaye d'approcher le roi.
Donc je vous transmets le jeu en pièces jointes et je vous demande de faire le jeu, mais également, pas juste de jouer, mais de réfléchir. Donc il y a 2 questions à répondre. La première, c'est pendant que vous jouez, vous essayez de relever un peu quelles sont les règles à respecter et comment est-ce qu'on peut accéder au roi. Et une fois que vous avez fini, je vous demande de rédiger une réponse organisée, qui répond à la problématique. Donc en quoi la cour et le château de Versailles sont-ils des instruments de l'absolutisme? Donc essayez de donc je rappelle l'absolutisme, hein, c'est le ce qu'on a défini, la monarchie absolue de droit divin, le fait que le roi soit vraiment que l'État soit très fort et le roi au centre du pouvoir. Donc soyez attentifs évidemment au texte, mais également, aux photos qui peuvent également vous donner des indices. Donc je vous laisse faire ça et comme je vous l'ai écrit, je vous laisse jusqu'à la fin des vacances pour vous organiser comme vous le souhaitez. Je veux que vous m'envoyiez donc le cours rédigé et également ce travail-là qui donnera lieu à une note, comme les notes du confinement qui comptera en bonus. Voilà.